Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille une fois de plus dans le bazar pour vous parler de jeux de rôle. Cette fois on ne parle pas de n'importe quel jeu de rôle, on parle de Polaris, un monument du jeu de rôle français s'il en est quand même. C'est vraiment un gros pavé, un gros morceau auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Alors, toute petite parenthèse pour commencer, les puristes de Polaris, je sais qu'il y en a. Vous allez m'excuser, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout l'univers de Polaris. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le système de Polaris. Je vais déjà faire 2 vidéos. Une pour présenter le jeu et la maquette et tout ça, et une pour présenter le système. Donc ne m'en veuillez pas si je ne présente pas chaque faction, chaque ville, chaque sous-faction. Voilà, c'est un gros morceau et je me dois de ne pas faire des vidéos de 12 heures chacune. Voilà. Excusez-moi d'avance, les puristes. Pour les autres, qui ne connaîtraient peut-être pas forcément Polaris, eh bien, Polaris, qu'est-ce que c'est ? Polaris, c'est un jeu de rôle français qui a été écrit par Philippe Tessier, c'est lui. À la base, une première sortie en 1997, 1997 pour les plus francophones d'entre vous. Désolé, j'utilise 90, 80, donc désolé. 1997. Donc une première version. À la base, ça devait être des romans, en fait, un univers de romans, parce que Philippe Tessier est romancier. Et finalement, il a été convaincu d'en faire une version jeu de rôle, et donc Polaris est devenu un jeu de rôle avant de devenir plus tard des romans. Je vous parlerai des romans plus tard vers la fin. Donc en 1997, une première version sort, qui est saluée pour son univers très original, je vous le présente après comme d'habitude. Et ensuite, en 1998, donc très vite, sort une deuxième version avec un système de règles un peu mis à jour et mis au point, parce que Polaris est connu pour son système de règles très lourd, très compliqué, et la version 2, moi j'y ai joué. J'ai jamais joué à la première version, mais j'ai joué à la version 2 en 2002 ou 2003. Donc à l'époque, ça faisait 3 ans que j'étais rôliste. Et c'était putain de compliqué, sans déconner, je bitais à moitié rien. Heureusement, j'avais la chance d'avoir un excellent MJ qui connaissait l'univers par cœur, qui connaissait les règles par cœur, et avec qui j'ai passé quand même de bons moments. Ça a été mes seules parties, en fait, maintenant que j'y pense, en tant que joueur, entre 2000 et 2010. Donc voilà, mais donc c'était du Polaris, et à l'époque, je suis immédiatement tombé amoureux de cet univers. Ça, c'était 1998, la seconde édition. Et ensuite, en 2008, les droits sont repris par Black Book Edition, qui vont éditer la version 3. Voilà, Polaris 3ème édition. 3ème édition qui n'a pas fait exactement l'unanimité, parce que la maquette, c'était en noir et blanc déjà à l'époque, les illustrations étaient pas convaincantes. Et donc, en 2016, est parue une édition révisée 3.1, que je vais vous présenter aujourd'hui. Édition qui a été éditée d'ailleurs en français et en anglais. Cette édition 3.1, elle est toujours écrite par Philippe Tessier en ce qui concerne l'univers. En ce qui concerne le système, ce n'est pas lui qui s'en occupe. C'est monsieur Raphaël Bombel, ou Bombail d'ailleurs, je ne sais pas si jamais quelqu'un le connaît, ou si jamais tu regardes cette vidéo, je vais peut-être écorcher ton nom, mais pour moi tu es Raphaël Bombel, voilà. Et Raphaël Bombel, c'est un auteur de système notamment, qui travaille quand même régulièrement sur des games Black Book Edition. Il a notamment travaillé sur Pavillon Noir. On va retrouver d'ailleurs quelques petites ressemblances au niveau complexité. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le crunch. Évidemment, on s'attaquera au système dans la deuxième vidéo. On va juste l'effleurer sur cette vidéo aussi. Mais pour l'heure, attaquons-nous à l'univers. Polaris, c'est un jeu de science-fiction et surtout de post-apo en fait, qui se déroule plusieurs centaines d'années après nous, on ne sait pas exactement combien de temps. La Terre a été ravagée par un cataclysme, une catastrophe quelconque, on ne sait pas exactement quoi, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la surface est remplie de pluies acides, d'orages magnétiques, des nuages de gaz, etc. C'est devenu invivable. Et nous, on va jouer quelques 600 ans après que l'humanité se soit réfugiée sous les océans. Alors, je vais essayer d'y aller par ordre chronologique, dirons-nous. Donc, il y a 600 ans à peu près, est apparu ce qu'on appelle aujourd'hui les généticiens. Les généticiens, alors, c'est jamais explicitement dit,
Et j'ai pas lu les suppléments, il y a beaucoup de suppléments qui sont sortis, hein, petite parenthèse pour ceux qui connaissent, donc si jamais vous avez la précision, vous me le direz. Mais dans le livre de base, les deux livres de base, ce n'est jamais explicité si ce sont des extraterrestres, mais je pense, puisque à l'époque où ils arrivent, l'humanité vit encore sur la surface et en fait est en train de disparaître, parce que c'est invivable, voilà, tu sors dehors, tu te fais bouffer par une plante, ou par un arbre, ou alors il y a une pluie acide qui vient te faire fondre. Voilà, donc c'est vraiment la merde. Et les généticiens arrivent, donnent à l'humanité la chance de pouvoir aller se réfugier sous les océans, parce que eux sont beaucoup plus avancés technologiquement, hein, ils maîtrisent même le voyage spatial, donc ce qui me renforce dans l'idée que ce sont très certainement des extraterrestres. Et ils construisent des bases sous-marines qui vont mettre à l'abri l'humanité des pires dangers qui la menacent. Et donc l'humanité va comme ça se refaire, hein, dirons-nous, se rétablir un petit peu, commencer à recroître, etc. Mais les généticiens, ce ne sont pas forcément des bons samaritains, et ils vont instaurer une véritable dictature sur les humains. En fait, ils s'en servent comme de main-d'œuvre, etc. Jusqu'au jour où les humains, regroupés sous la bannière de l'Alliance Azur, va prendre les armes contre leur maître et ils vont se libérer de leur joug. Donc l'Alliance Azur, à l'époque, bénéficiait de la technologie des généticiens, etc., vont réussir à abattre l'empire des généticiens. Les généticiens, avant de disparaître, en fait, voilà, ils vont dire en gros, vous nous faites chier, on va tout détruire, vous ne garderez pas notre technologie. Et puis, ils détruisent ou cachent leur technologie. Les plans de technologie les plus avancés, etc. Et donc l'Alliance Azur se retrouve avec, oui ok on est libre mais on a plein de gens, on n'a plus accès à la fabrication de certaines des technologies qu'on utilise un peu au quotidien, exemple les exo-armures qui permettent d'aller très profond, certains moteurs, comment faire des hybrides, je vous en parle de ça après, mais il y a aussi des gens génétiquement modifiés pour résister aux pressions, etc. Une fois la guerre achevée, eh bien, ok, on a perdu beaucoup de la technologie, le savoir pour faire de la technologie des généticiens, mais à côté de ça, eh bien, on est libre, et puis, ok, on ne sait pas comment les généticiens faisaient pour maîtriser le fluide qui permet d'aller profond, ou comment on fait pour construire des cités, mais c'est pas grave, on va le redécouvrir, et donc arrive ce qu'on appelle dans le livre l'âge d'or, et l'Alliance Azur va retrouver petit à petit les technologies qu'ils ont perdues à cause des généticiens qui ont tout détruit. Tout ça, ça va très bien, c'est la paix et tout va bien sous l'océan. Mais évidemment, une nouvelle calamité frappe l'humanité. L'humanité est en train de se stériliser. Et donc forcément, stérilité, c'est pas terrible, surtout quand on parle d'une population qui a failli déjà être détruite quelques années avant. Quelques années, on parle quand même de 250 ans, quelque chose comme ça, avant. Donc, c'est pas top, mais l'Alliance Azur va tout faire pour essayer de contrecarrer cette stérilité, va mettre ses meilleurs scientifiques sur le coup, vont essayer de faire des enfants éprouvettes qui sont de véritables petits génies modifiés génétiquement pour que eux ils trouvent une solution à la stérilité, mais ça marche pas bien, et ça marche tellement pas bien que les gens vont se mettre à douter, que des nations vont naître un peu aux quatre coins de l'océan en se proclamant autonome et en voulant faire les choses à leur manière. Et donc l'Alliance Azur va péricliter et va s'éteindre. La guerre civile va durer comme ça à peu près 100 ans, donc on voit apparaître comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la République du Corail, l'Hégémonie, la Ligue Rouge, ça ce sont des nations qui apparaissent, qui ont chacun des visions bien différentes du monde. Et la guerre se faisant entre les différentes nations, la République du Corail, voulant mettre fin à ces guerres intestines, ces guerres entre nations, va demander l'aide du culte du Trident pour organiser une grande réunion afin de négocier une paix, etc., durable, et de faire en sorte que tout le monde avance dans un monde meilleur. Le culte du Trident, c'est à la base un culte. Je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant, mais il possède une ville qui s'appelle Equinox et qui est une ville autonome. Voilà, elle n'appartient à aucune nation, et donc la République du Corail demande au culte, est-ce que ça ne vous dirait pas, on organise une réunion chez vous, et puis on organise la paix ici, au moins c'est un terrain neutre, et puis voilà.
Le culte du trident, ils acceptent, mais l'hégémonie et la Ligue Rouge qui aiment bien se taper entre eux, eux ils se disent, ils commencent à nous faire chier avec leur réunion de paix, on n'a pas envie de ça, viens on fait copain-copain tous les deux, donc l'hégémonie, la Ligue Rouge, et puis on va leur péter la gueule. Et donc, c'est un truc de fou. Ils font route tous les. Le pire, c'est que je pense que ça se passerait vraiment comme ça, tellement que c'est stupide. Ils font route, donc leurs deux flottes de l'hégémonie de la Ligue Rouge, vers Equinox, en disant on va venir vous péter la gueule et puis après on pourra reprendre notre guerre, vous arrêtez de nous faire chier. Mais quand ils arrivent sur place, ils découvrent l'effet Polaris. En fait, leurs deux flottes sont anéanties par l'effet Polaris. L'effet Polaris, c'est la magie de ce jeu, si vous voulez. C'est une force qu'on ne comprend pas et qu'on a du mal à maîtriser, qui est capable de déchiqueter un humain, qui est capable de vous écraser, qui est capable de faire plein de choses. Mais à l'époque, on ne le connaissait pas, en fait, cet effet-là. Et il s'avère que le culte du trident, en fait, eux, ils maîtrisent l'effet Polaris, ou ils pensent le maîtriser plutôt, et ils essayent de faire en sorte de le maîtriser. Et donc, quand l'hégémonie, la Ligue Rouge, ils arrivent pour venir leur casser la gueule, eh bien, c'est eux qui se font rabattre. Et puis, évidemment, une fois qu'ils se sont bien fait ramasser, ils acceptent de participer aux négociations de paix. Devant cette découverte de l'effet Polaris, ils font mignon, ils vont la queue entre les jambes au meeting. Et donc là, la paix est signée et tout un tas d'accords sont conclus entre les différentes nations pour que la paix règne. Et qu'on essaye de guérir cette histoire de stérilité. Alors évidemment, ce que je vous raconte là, ça s'est déjà passé il y a 170 ans au moment où on joue. On joue en 570 et la découverte de l'effet Polaris, c'est 400. Donc ça fait déjà un moment que tout ça est en place, mais il y a un certain nombre d'accords qui sont mis en place, du genre, vous devez envoyer un homme et une femme fertiles chaque mois au culte du trident. Le culte du trident, eux, ils recherchent sur la fertilité. Ce bout-là, je le trouve un peu exagéré, mais bon, chaque nation envoie chaque mois un homme et une femme. C'est pas des prisonniers, mais c'est mieux qu'ils soient volontaires. Bref, en gros, c'est des prisonniers, mais c'est pas dit. La recherche spatiale, parce que oui, à l'époque des généticiens, on exploitait aussi les bases lunaires. Il y avait des missions dans l'espace qui ont été donc perdues. On va reprendre l'exploration spatiale. Il y a une base lunaire qui est en place. Et il y a 2 sites terrestres, parce que la surface, oui, est inhabitable, mais on y a quand même accès. Et donc, on va reprendre, il y a des ressources en commun qui vont être mises pour exploiter l'espace, pour essayer soit de trouver une nouvelle terre d'accueil pour immigrer, soit d'essayer de trouver un remède à la stérilité. Et il y a tout un tas de règles comme ça, voilà, vous devez encourager les factions autonomes, on doit retrouver la technologie perdue, etc., etc. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont mis en place. Et donc, à partir de là, eh bien, des grandes guerres, il n'y en a plus vraiment. Il n'y en a plus vraiment, mais c'est un peu un contexte de guerre froide, si vous voulez. Il y a de l'espionnage industriel, il y a des nations qui naissent, par exemple l'Union méditerranéenne, qui est une nation assez récente, qui est donc en Méditerranée. Eh bien, c'est une faction qui est apparue comme ça, mais il y a aussi plein de petites villes qui se déclarent autonomes parce qu'ils ont une force, et généralement ils sont soutenus par une grande puissance. Ça c'est tout un bordel. Mais par exemple, si vous êtes explorateur, vous pouvez partir en exploration. Si vous avez la chance de découvrir une cache de l'Alliance azuréenne ou des généticiens, eh bien, dedans, il y a plein de savoirs technologiques, de l'équipement et tout qui est là. Et donc, soit vous faites fortune, ou carrément vous fondez une ville ou une nation autour de ce dépôt et vous en faites commerce et vous recherchez et tout ça la technologie pour avoir le plus de pouvoir. C'est un jeu où tout le monde, c'est tous des salopards, hein, tout le monde cherche à avoir le plus de pouvoir. Hein. Et comme si le fait de vivre sous l'eau, avec les enjeux que ça implique, ça ne suffisait pas à ce que ce soit la merde, il y a aussi tout un tas de dangers liés à la faune et aux foreurs. Les foreurs, c'est une espèce de créature qui est apparue d'un coup, en fait, quelque chose comme 200 ans,
ils vivent dans la roche, en fait, dans le cœur de la terre, et des fois, bah, ils sortent. Voilà, ils forent, et puis ils creusent des tunnels, et puis ils débarquent en plein milieu de ta cité, genre coucou, c'est nous. Voilà, c'est ce genre de danger. Et donc, comme si déjà c'était pas assez dangereux d'avoir des foreurs comme ça qui creusent et qui peuvent aller jusque dans ta cité, et bien évidemment à l'extérieur, c'est pas non plus que des gentils petits poissons. Il y a tout un tas évidemment de mammifères marins et de poissons tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais il y en a aussi beaucoup qui ont muté pour s'adapter aux conditions de vie qui ont changé à la surface. Et donc on retrouve des requins géants, des requins à plaques, des comment on appelle ça, des murènes qui sont extrêmement grandes, plein de saloperies comme ça qui peuvent avoir ta peau à l'extérieur. Donc déjà, c'est dangereux pour ça. Et puis aussi, l'humanité a commencé à muter. Donc on retrouve des mutants. Des mutants et des hybrides. Des hybrides qui sont capables donc d'aller de résister à de grandes profondeurs, à pouvoir nager dans les eaux glacées sans combinaison ni rien, qui peuvent respirer sous l'eau, et des mutants qui eux sont un peu à mi-chemin entre l'humain et l'hybride si vous préférez. Et donc suivant la nation d'où vous venez, cette question d'hybride, de mutant, même de votre condition en tant qu'homme ou femme, stérile ou fertile, tout ça va changer. Je vais prendre par exemple le cas de l'hégémonie. En hégémonie, si vous êtes mutant ou chose comme ça, vous n'êtes pas forcément rejeté, mais vous allez appartenir à une classe sociale un peu à part. C'est une société qui est très dure, notamment l'esclavage y est encore actif. Il y a des trucs assez salauds comme ça, et notamment le cas, le traitement des hommes et des femmes. Alors, dans Polaris, un homme et une femme non stériles sont considérés égaux. Ça, c'est à peu près valable partout. Si tu es stérile, eh bien, tu sers simplement à la société, puis voilà. Mais par contre, quand tu n'es pas stérile, quand tu es fertile, eh ben là, suivant d'où tu viens, c'est un peu le bordel. Et notamment en hégémonie, les femmes, et les hommes aussi, mais oui, je vais d'abord parler des hommes. Eh bien, les hommes, si vous êtes fertile, vous êtes généralement sélectionné pour être un mâle reproducteur, et donc vous êtes mis dans un centre, et vous allez vivre une vie à peu près normale, on va vous héberger, vous loger et tout ce qu'on va vous demander, c'est de faire des enfants. Bon, ça va. Mais une femme, alors, l'hégémonie a tout un plan. Ils ont développé, donc on ne parle plus d'avoir un enfant, on parle d'avoir des portées carrément. Et en fait, les femmes sont génétiquement modifiées, les femmes fécondes, pour pouvoir porter plus d'un enfant à la fois. Et donc, vous allez être mis dans des centres de reproduction, mesdames, et on va vous demander de faire des enfants un peu à la chaîne. Dès que votre corps en a la capacité, boum, vous allez vous retrouver avec des enfants, hein, donc fécondés par un mâle reproducteur, et vous allez faire des enfants comme ça à la chaîne. Et ces enfants, évidemment, vous n'allez pas les élever, on va vous les enlever, on va les élever dans des centres pour enfants. Et puis, voilà, vous serez libéré, heureusement, au bout de 40 ans, enfin, à l'âge de 40 ans, vous allez être libéré et vous allez avoir ressort une rente à vie et vous allez pouvoir faire des enfants si vous en avez le besoin, si vous en avez l'envie. Mais vous allez même être payé pour ça. Si jamais vous faites des enfants encore alors qu'on vous a rien demandé, eh bien vous serez rémunéré en conséquence. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Mais voilà, techniquement vous êtes vraiment traité comme aujourd'hui. Quelque part c'est un peu horrible, hein. Si on trouve ça horrible pour les humains, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ça aussi horrible pour les chiens, hein. Techniquement c'est la même chose. Vous allez être mis dans des centres, hein, dans des centres d'élevage, et on va juste vous demander de faire des enfants en boucle. Voilà. Ça me fait penser tout ça un peu, hein. Il y a un épisode de Battlestar Galactica où Starbuck se retrouve dans ce genre de centre où les Cylons font des expériences sur les femmes et pour qu'elles aient des enfants et tout. Ça me fait penser un peu à ça. Donc voilà, il y a aussi des cités dans lesquelles ça se passe à peu près normal. On va juste prendre soin des femmes enfin des femmes et des hommes qui sont fertiles. Donc par exemple, si tu es fertile, eh bien tu n'as pas le droit de t'engager dans les métiers militaires parce que risque pour ta vie. Tu n'as pas le droit de faire des métiers à risque. Voilà, tu es limité à des choses qui vont être considérées comme étant à peu de risque afin de limiter les risques de te perdre. Et donc, promis, j'en ai bientôt fini avec tout ça. Et donc,
Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Une femme qui naît dans l'hégémonie, qui n'a pas envie de devenir une mère porteuse, peut essayer de cacher le fait qu'elle soit fertile, et donc ben, ça donne des vies clandestines. Ça donne des gens qui vont s'engager en tant que pirates pour quitter l'hégémonie, ou se faire passer pour mort, ou voilà, des vies clandestines et des vies comme ça. Donc évidemment, dans le cadre d'un jeu de rôle, c'est très pratique pour faire un personnage en disant bah, je suis fertile et je suis en fuite. Voilà, parfait, pourquoi est-ce que tu es sur les routes, c'est nickel. Voilà, donc il y a tout un univers à explorer. On vous présente chaque nation. Évidemment, il y a les grandes nations, hein, comme l'hégémonie, la Ligue Rouge, la République du Corail, voilà. Vous avez aussi des factions, des nations mineures qui ont chacune leur façon de voir les choses, qui ont chacune leur façon, leur production, qui ont chacune leur façon de faire et leur pensée. Et donc c'est un gigantesque bac à sable dans lequel vous allez pouvoir faire moultes aventures. C'est un univers avec beaucoup de secrets, hein, vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Vous avez une extension qui est sortie par la suite, le livre noir, si je me rappelle bien, qui est sorti chez Black Book en 2019, si ma mémoire est bonne. Et donc ce livre noir contient tous les secrets de l'univers, mais rien qu'en le lisant, vous allez voir qu'il y a énormément de secrets. Et notamment, il y a des choses qui sont relatées, des événements qui ont été développés par la suite dans les livres, dans les romans. Philippe Tessier a écrit plusieurs romans qui se passent dans l'univers de Polaris, et donc c'est pas nécessaire d'avoir lu les romans, mais on sent que bah, en fait, quand on sait le nom du roman, bah, on se doute que c'est lié, quoi. Voilà. Et donc, bah, c'est cool quand même d'avoir cet univers assez foisonnant qui est expliqué. On vous explique tout, hein, comment se passe l'eau potable, comment les gens font pour respirer, comment ils vivent, quel est le nombre de mètres carrés par citoyen et tout. On vous explique tout, les différents types de villes, les différents types de X. Vous avez à peu près 100 pages du bouquin qui sont réservées juste à l'univers. Et donc c'est un univers que moi personnellement je trouve absolument génial, avec des grosses questions sociales et morales, et notamment ce que je vous disais pour les femmes, le fait que ben, elles soient mises dans des centres et tout. Moi quand j'ai lu, en fait je me suis dit mais c'est exactement ce que nous aujourd'hui on fait aux chiens, aux chats et aux animaux qu'on fait reproduire pour avoir des animaux de race. Donc voilà, ça fait partie des questions. Est-ce que si on l'applique à des humains, on trouve ça dégueulasse? Mais au final, peu de personnes se posent la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est moralement acceptable. Donc voilà, ça fait partie des questions comme ça qui sont soulevées comme ça. Et puis vous en avez beaucoup qui sont soulevées, vous en avez beaucoup de choses à explorer, vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà pour l'univers, j'ai survolé tout un tas de choses, je vous ai pas présenté toutes les factions, je vous ai pas présenté tout ça, calmons-nous, hein, les fans de Polaris vont crier au scandale, mais calmez-vous, je vous en prie. Et donc maintenant, eh bien, on passe à la maquette. Polaris, dans sa version 3.1, ça vient sous cette forme-là, dans un magnifique coffret. Il y avait un coffret collector aussi que moi j'ai pas, donc un magnifique coffret, et ça vient en 2 livres. C'est toujours vendu par 2. Attention, si jamais vous voyez une annonce qui vend qu'un des 2 livres, vous avez besoin des 2. Voilà. Donc ça vient avec 2 livres de base. Un livre, hop, que je prends ici, qui va être l'univers et les règles de base. Et puis vous avez le deuxième livre qui va être les règles avancées, qui va contenir aussi les règles pour les exo-armures, les règles pour le combat sous-marin et tout ça et tout ça. Donc beaucoup de règles, mais et en plus des règles optionnelles. Déjà le premier truc qu'on peut dire, c'est un tout petit reproche, attention, c'est que ben, sur le coffret, moi j'ai la version française, et sur le coffret c'est la version anglaise. Pourquoi? Je sais pas exactement, je sais pas si c'est moi qui ai une erreur, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais bon, je trouve ça quand même dommage d'acheter une version française et sur laquelle il y a écrit The Role Playing Game. Bon, ça aurait pu être traduit quand même pour un jeu français à la base. Voilà, c'était peut-être une question de coût aussi, mais bon, je trouve ça un peu dommage. Sinon, à part ça, les ouvrages sont vraiment beaux, hein. Là, je vous les montre comme ça, mais je pense que je mettrai aussi les incrustes. Mais c'est vraiment beau. C'est de bonne qualité, c'est du cousu. Vous avez un signet qui est très pratique pour faire marque-page, et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Et puis l'intérieur, eh bien l'intérieur c'est couleur, sauf certaines illustrations qui sont reprises de la version 3, donc celle qui est sortie juste avant la 3 points qui est en noir et blanc. Donc ces illustrations-là sont en noir et blanc. Et sinon au niveau maquette, c'est plutôt clair. Il y a 2-3 choses un peu bizarres que j'aurais moi personnellement pas présentées comme ça.
Mais bon, c'est par exemple dans les exemples, ils vous disent jet de compétences égale, puis vous avez le premier, donc machin, plus machin, ça. Ouais, mais en fait, ça aurait été mieux faire jet de compétences, puis après faire l'exemple sur une ligne, parce que là, l'exemple est sur 2 lignes. Ouais, c'est juste des petits reproches comme ça, hein, donc mettre un exemple sur 2 lignes, ça aurait été plus clair sur une ligne, mais sinon, à part ça, la maquette est très bonne, c'est facilement lisible, c'est agréable à lire, le fond est d'une bonne couleur, le bleu utilisé est pas trop criard, il est vraiment bien, jusqu'à ce qu'on arrive à la partie 2 qui concerne les règles. Alors, toute la partie univers est très bien expliquée, il y a un côté un peu catalogue qui est un peu dommage, hein, on va vous donner bah, dommage, ça dépend parce que ça peut toujours servir, mais on va vous donner la faction, on va vous donner ce qu'ils font, comment les particularités de cette faction, on va vous donner les personnalités importantes de cette faction, et puis après vous allez avoir les villes, enfin quelques villes. Et là c'est un peu catalogue, voilà, machin, tant de population, tel type de ville, voici ce qu'ils font, un petit résumé s'il y a besoin. Il y a un côté catalogue qu'on peut passer vite, hein. Moi c'est généralement à ce moment-là que je vais... Voilà, donc je vous le dis. À part ça, ça passe quand même plutôt bien. Toute la première partie sur l'univers, moi, j'adore me plonger dedans. C'est vraiment un univers qui, moi, vient me chercher. J'adore cet univers. Et puis après, on arrive donc à la partie 2, la partie système de jeu. Et là, le système de jeu. Alors, donc je vous disais en intro, Polaris est reconnu pour avoir des règles compliquées, simulationnistes. Et ben, la version 3 et 3.1, en fait, ça n'échappe pas à cette règle. C'est simulationniste et je trouve que ça se prend la tête pour pas grand-chose des fois. C'est un peu brouillon dans les explications, je reviens sur le système juste après, mais c'est un peu brouillon des fois dans les explications. Les tournures de phrases qui sont faites, des fois on se demande un peu, mais de quoi il veut parler techniquement parlant, je comprends pas bien ce qu'il veut me dire, donc tu relis, puis tu as beaucoup d'allers-retours entre les différentes pages, et on te dit, oui, tu n'as besoin pour faire une partie de Polaris que du livre 1, qui va t'expliquer les règles de base, avec ton gros bon sens tu vas t'en sortir, mais des fois on va te dire, ah bah ça, on va te donner un tout petit bout, mais c'est un truc que moi je considère comme étant un peu essentiel, genre combat sous-marin. Enfin, je veux dire, si jamais j'ai envie de faire un combat sous-marin de base, et ben non, il faut aller se référer aux règles avancées. Donc là, tu vas dans le deuxième livre. Bon, ok, c'est séparé. Ils partent du principe que de base, tu vas pas faire de combat sous-marin. Moi, je trouve ça un peu dommage, notamment si tu veux faire des règles de piraterie, notamment. Tu veux jouer en tant que pirate, ben il y a moyen que tu fasses de l'abordage d'autres navires et tout. Donc moi j'aurais trouvé ça intéressant qu'il y ait une version de base en fait pour tout, une version simple en fait pour tout. Et puis après si c'est un peu le kick des auteurs, et ben, si tu as envie de te faire des règles avancées, bah, tu vas dans le livre 2, et puis là tu viens une version plus crunch. Et ça m'aurait absolument pas dérangé. Mais j'ai du mal quand on me dit, eh bien, voici les règles de base, tu n'as besoin que de ça pour jouer à Polaris. En fait, tu vas pas jouer à Polaris, tu vas jouer à une partie de Polaris. Tu vas faire une toute petite, et puis si tu veux aller creuser un peu plus loin, bah, tu vas aller dans le livre 2. Bon, ça me dérange un petit peu. Voilà, c'est pas un truc, je me dirais pas, mon Dieu, quel jeu de merde pour ça, mais ça me dérange un petit peu. J'aime avoir une version de règles complète, et puis ensuite, si je veux creuser, j'ai une version étendue, si vous voulez, ou des versions alternatives. Donc bon, voilà. Mais sinon, à part ça, moi personnellement, je suis vraiment pas fan des illustrations qu'il y a dans l'ensemble du bouquin, qu'elles soient couleur ou noir et blanc. Les noirs et blancs, je les aime vraiment pas, mais même celles en couleur, les couvertures sont de Simon Labrousse, donc j'aime beaucoup les couvertures, mais en fait, quand tu ouvres le bouquin, c'est pas top. Il y a en fait, c'est pas que c'est pas top, c'est que il y a tellement de styles différents, il y en a des très jolis et il y en a des où, en tout cas moi ça vient pas me parler, hein. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je pars du principe que je parle à des gens intelligents et donc qui savent faire la part des choses c'est juste un gars qui donne son avis. Je suis pas obligé de... Voilà, il ne me donne pas, il ne m'assène pas de vérité absolue sur l'univers et tout le reste. Voilà, je referme la parenthèse. Donc moi les illustrations ça ne me parle pas, il y a beaucoup de styles qui se côtoient, mais sinon pour les illustrations notamment de couverture et de l'écran aussi, elles sont vraiment, moi je les trouve vraiment magnifiques. Bon, ça peut plaire, je sais que la version 3 n'avait pas plu, notamment en raison de ses illustrations, donc je ne dois pas être le seul, mais aussi la version 3 était que en noir et blanc, et là c'est une version colorisée, la 3.1.
Et c'est vrai que les illustrations noir et blanc, en fait, moi je trouve qu'on voit que dalle dessus. Elles ont pareil, pas toutes le même niveau, mais généralement on voit que dalle. C'est plus de la suggestion que de l'illustration. Ça peut plaire, moi en tout cas ça vient pas me chercher. Voilà pour la partie maquette. Sinon, à part ça, c'est comme je disais, c'est lisible. Et aussi le PDF. Le PDF est très bon de Polaris. Il est bien mis en page. Il est bien tout ça. Il y a toujours ce côté. Ça a été fait pour un livre. Ça n'a pas été fait pour un PDF. Mais le PDF est très très bon de Polaris. Donc au moins la version PDF est bonne. C'est déjà ça de sauver. Et tant qu'on est sur cette histoire de maquette, il y a quand même une petite chose qui moi m'a dérangé. À l'époque où je l'ai acheté, c'était il n'y a pas si longtemps en fait, je connaissais déjà, j'avais déjà lu un peu la version 3, mais c'était un ami, je ne l'avais pas. Je l'ai acheté en 2019, j'ai acheté en 2019 au Québec, et c'était déjà la version 3 points, pardon. Et j'ai eu la surprise de voir que si je voulais le jeu complet, il fallait que j'achète le livre de base, enfin le coffret de base, mais il fallait aussi que j'achète ceci. C'est un petit supplément qui fait vraiment que dalle en tant que page. Ça fait même pas 50 pages. Ça m'a coûté 35$. Et en fait, à la base, ce supplément-là est inclus dans le livre de base de la version 3. Mais ils l'ont mis à part pour la 3.1 parce que apparemment, les gens comprenaient pas trop ce que ça venait foutre là. Et donc, ils t'ont sorti un livre comme ça, en couverture rigide, de 50 pages, qui coûte une blinde, et qui est juste un supplément sur Equinox. Bon. Moi, c'était dans le pack, alors j'ai rien dit, j'étais déjà bien content. J'ai acheté le dernier exemplaire disponible au Québec, je crois. J'ai acheté chez l'Imaginaire. Mais bon, voilà. Equinox, il est sorti de Polaris, et donc c'est un supplément sur la ville d'Equinox, qui est très bon, en passant. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, pourquoi vous l'avez sorti du livre, et pourquoi l'avoir mis en couverture rigide? Pourquoi pas, histoire de réduire au moins les coûts, de le mettre en couverture souple? Là, ça coûte 35$ pour 50 pages, je trouve ça un peu cher. Mais bon, ça, c'est une question toute personnelle, encore une fois. Donc voilà pour la maquette et les livres, hein. Sinon c'est top qualité, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant passons au système de jeu. Alors déjà, sachez que Polaris, dans sa version 3.1, c'est un des jeux que nous avons testé sur le Discord de la chaîne. Je répète, si vous voulez participer à des parties de jeux que je vais critiquer par la suite, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Dedans, je mets des liens des liens d'inscription aux parties pour des jeux qui vont être critiqués. Il y a aussi d'autres MJ maintenant qui m'ont rejoint dans l'aventure, qui eux font aussi faire des parties. Et puis ensuite, on s'organise une date quand il y a assez de participants, et puis on joue. Donc voilà, je remercie encore une fois mes joueurs Cassandre, Maxime, Théo et Maze avec qui j'ai joué, et c'était une excellente partie qui aura une suite, mais avec un autre système. On attaque tout de suite le système de jeu de Polaris. Donc le système de jeu de Polaris, de base, c'est assez simple. Ça joue avec un dé 20, et il faut rouler en dessous de son attribut et de sa compétence. Alors, si vous connaissez un système à dé 100, c'est le même principe. En fait, vous avez des compétences, et puis vous devez faire en dessous. Mais là, c'est avec un dé 20 et pas avec un dé 100. Vous avez donc 8 attributs, et vous avez des compétences, il y en a pas mal dans le jeu, mais vous ne les avez pas toutes d'un coup, hein. Chaque personnage a ses compétences. Vous prenez votre attribut à laquelle vous additionnez la compétence, ça vous donne par exemple 15, et puis vous jetez un des 20, et il faut faire en dessous de 15. Si vous faites 1, c'est une réussite critique, et si vous faites 20, c'est un échec critique. Dans tous les cas, même si jamais votre attribut plus compétence dépasse 20, vous jetez quand même le dé, parce que au cas où vous fassiez 1 ou au cas où vous fassiez 20, ça déterminera l'échec critique ou la réussite critique. Voilà. Dans tous les cas, ce sera un échec ou une réussite. Et à ça, après, il y a aussi un système de marge de réussite. Donc par exemple, si vous aviez 15, pour, je sais pas moi, connaissances culturelles, les généticiens, voilà, vous êtes en train d'analyser un artefact généticien, donc vous avez 15, vous jetez votre dé, si vous faites 10, eh ben vous aurez une marge de réussite de 5, ce sera une bonne réussite. Si vous faites 5, vous aurez une marge de réussite de 10, puisque c'est la différence entre 5 et 15, et là ce sera une meilleure réussite, etc. Et évidemment, à cette difficulté de base, dans notre exemple c'était 15, viennent s'ajouter, et c'est là qu'après rentre la difficulté, tout un tas de modificateurs, ok. Ça c'est pour les tests aléatoires, parce qu'il y a deux types de tests dans Polaris, il y a les tests aléatoires et non aléatoires, je vous explique ça.
Mais donc je disais, des modificateurs viennent s'ajouter. Donc par exemple, t'es sous pression, t'es en train de... Il y a tes gardes qui cognent à la porte pour que tu sortes du bureau pendant que toi t'es en train d'essayer d'analyser ton artefact. Et ben là, tu vas peut-être avoir une difficulté de -5. Une difficulté difficile. Donc là d'un seul coup, ton 15 il va passer à 10. Et donc il faudra faire entre 1 et 10. Voilà, c'est ce genre de modificateur et il y en a des tonnes de modificateurs dans le jeu et c'est ça qui vient créer une partie de la difficulté. Ça c'est le système de base pour les tests aléatoires et pour les tests non aléatoires, et bien là c'est encore une fois c'est super simple mais j'ai rien compris en le lisant. En fait, c'est en gros, si c'est normal pour votre personnage qu'il fit, il est au bon endroit, au bon moment, qu'il a les bonnes compétences, qu'il n'y a rien d'étrange qui pourrait lui faire perdre ses moyens ou quoi. Exemple, c'est un voleur qui veut crocheter une porte standard et qu'il n'y a pas de pression. Bah, il peut faire un test non aléatoire et en fait c'est juste le MJ qui dit ok t'as ouvert la porte parce que il n'y a pas besoin de faire de jet alors que c'est ton métier, que tu as l'habitude, que c'est une porte de base d'une habitation et que voilà, il n'y a rien qui devrait normalement te faire échouer puisque tu es compétent. Il n'y a rien de plus à dire, c'est juste voilà, est-ce que tu es la bonne personne sur la bonne tâche au bon moment et qu'il n'y a pas de cause extérieure qui pourrait te faire échouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les deux types de tests. Et ensuite, je reviendrai sur les règles pour ça et tout dans l'autre vidéo. Mais vous avez des règles pour le combat qui sont lourdes. Vous avez une localisation de dégâts. Vous avez... Dans le combat, c'est vraiment quelque chose dans Polaris. Je reviendrai dessus évidemment dans la seconde vidéo. Vous avez des règles spéciales pour tout ce qui est utilisation exo-armure. Donc ça fait partie des règles avancées. Et vous avez des règles spéciales pour tout ce qui est combat marin. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire quand on me dit oui, c'est des règles simples. C'est juste expliqué en 27 pages, mais sinon tout va bien, c'est très simple. Donc voilà, vous avez beaucoup de règles, beaucoup trop. C'est un jeu qui est simulationniste, mais simulationniste chiant. Il y a tellement de modificateurs qui viennent changer les événements que à chaque jet, c'est un peu la croix et la bannière pour essayer de s'y retrouver là-dedans. Non, c'est vraiment un jeu qui est pas simple du tout et que je déconseille absolument aux débutants. Hein. Alors évidemment, hein, je reviendrai, j'expliquerai en détail, aussi détaillé que faire se peut, le système de jeu. On verra ça dans la seconde vidéo. Maintenant, le qui qu'en parle. Donc, qui qu'en parle de Polaris, eh bien, il y a quand même pas mal de monde. C'est un jeu qui est encore vivant, qui a sa communauté de fans, d'ultra fans. Et il y a beaucoup de contenu qui sortent pour Polaris, des campagnes, etc. Mais sur internet, moi déjà je vous conseille l'actual play qui est sur la chaîne Bonks et Vae. J'ai pas pu regarder tous les épisodes, j'ai regardé la première saison. Il faudrait que je rattrape la deuxième. C'est un actual play donc de Polaris en utilisant les règles de Polaris et il prouve que finalement c'est jouable. Hein. Et c'est très bien. Le MJ a une façon de mener un peu originale, je dirais. Mais bon, c'est assez rafraîchissant. En plus, ça fait plaisir de voir aussi que Polaris, c'est pas joué juste par des vieux, hein, parce que c'est un vieux jeu de rôle. Mais là, non, ce sont des jeunes et je trouve qu'ils font un travail vraiment très bon. Il y a un très bon habillage. Ils se sont vraiment donné les moyens. Et donc, je trouve que c'est très bien comme actual play. Et c'est très intéressant, en plus, c'est une campagne de Bonks, je crois, Bonk, qui est le MJ. Et donc, c'est une campagne que je trouve très intéressante, et avec des personnages très attachants. Et sinon, hormis les actual plays, vous avez aussi Geekpowa qui ont fait une vidéo il y a 2 ans maintenant, sur la review de la gamme complète, sur la review de la gamme 3e édition. C'était pas la 3.1, je crois que c'est Freux qui est fan de Polaris, et Freux n'a pas la 3.1, donc lui il a que la version 3, et il avait fait une review de la gamme à l'époque, et donc il vous parle aussi de Polaris de leur côté. Vous avez aussi d'ailleurs Bonk et Vae qui ont fait une interview de Philippe Tessier qui vous parle de Polaris dedans pendant une bonne heure et demie, donc c'est gentil aussi à lui d'avoir accepté de faire ça pour eux. Cette petite interview, mais c'était très intéressant. Voilà pour le qui qu'en parle. Passons au qu'on le trouve.
Et ben, qu'on le trouve, ça commence à être compliqué. En version physique, du moins. Vous en avez encore, je pense, sur Black Book Edition. Hein, vu que c'est Black Book qui édite, vous en avez là-bas. Vous en avez un peu partout dans les boutiques françaises. Au Québec, en fait, on trouve quasiment plus. Le livre de base, moi, je vous dis, j'ai acheté, je crois, le dernier. Hein, je l'ai acheté à l'Imaginaire, et puis après, c'était fini. Il était en rupture de stock. Et ben, en fait, je le trouve pas ailleurs. Le Valet, il est en rupture de stock aussi, et donc je sais pas si au Québec il en reste, mais en France, bah, chez Black Book et Philibert, il doit y encore en rester. Chez Black Book, il n'y a plus toute la gamme, il y a des choses qui manquent, mais par contre, tous les PDF sont disponibles. Ils sont disponibles et en plus, ils sont bien faits. C'est des PDF qui sont assez légers, ils sont avec la table de contenu et tout ça. Bon, ils sont un peu chers, on parle quand même de 20 euros le PDF, donc ça fait quand même un peu cher. Mais bon, en tout cas, si vous les voulez, ils sont disponibles. Bah, une partie en physique, une autre partie en PDF, mais voilà, ils sont disponibles. Et pour les romans, je vous en ai pas encore parlé, mais Philippe Tessier étant romancier, il sort aussi des romans, entre autres dans l'univers de Polaris, il en fait d'autres aussi à côté, mais entre autres pour l'univers de Polaris. Alors les premiers, que j'ai oublié le nom, mais les premiers ne sont plus, ou presque plus achetable. Je crois qu'il en reste quelques-uns sur Black Book, mais c'est voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les lire tout simplement parce que je peux pas les acheter au Québec, ils sont pas trouvables et qu'il n'y a pas de version EPUB. Sinon, vous les avez évidemment d'occasion, hein, ça se trouve encore. Et le dernier, le Point Nemo, lui, il vient de sortir il y a quelques semaines. Lui, il est disponible en version physique et aussi en version EPUB. Moi, je l'ai en version EPUB. C'est un autre éditeur, c'est pas Black Book cette fois. Donc, c'est possible aussi de les acheter, de l'acheter comme ça. Et c'est des romans que je trouve vraiment très bons. Et surtout, le Point Nemo, en fait, les événements des précédents romans, vous les retrouvez dans la version 3. C'est-à-dire que les événements sont déjà passés et vous avez des références aux romans, comme je disais tout à l'heure. Mais le Point Nemo, lui, est important pour la suite. Et on en parle tout de suite dans la conclusion. Donc, en conclusion, Polaris, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est un univers que je trouve absolument formidable. C'est un des meilleurs univers de jeux de rôle que je connaisse. J'adore me plonger dedans, j'adore la lecture, j'ai lu le bouquin au moins 3 ou 4 fois. J'adore vraiment tout ce que Philippe Tessier a imaginé. J'aime lire son écriture, j'aime sa patte. Il y a mis à part un effet un peu catalogue à certains moments, mais bon, on finit par le passer, c'est vraiment tout très cohérent et j'aime beaucoup sa vision de l'humanité en post-apo. Ce côté sous l'océan, moi, c'est un côté que j'adore. C'est pour ça que j'attends Blue Planet avec grande impatience aussi. Mais voilà, donc Polaris, c'est vraiment un univers que j'aime énormément. Mais pour moi, c'est un mauvais jeu. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, il a dit que c'était un mauvais jeu. Eh ben oui, j'assume, pour moi, Polaris, c'est un mauvais jeu. Alors, petite parenthèse sur les mauvais jeux. Juger d'un mauvais jeu, en existe-t-il? Je veux dire, je vous parlais tout à l'heure de Bonkevae, eux, ils s'amusent comme des fous sur Polaris en utilisant le système de règles de Polaris, et puis, pour eux, c'est absolument pas un mauvais jeu. Mais pour moi, c'est un mauvais jeu parce que Polaris n'est pas accessible. Il n'est pas assez clair. Quand j'achète Polaris, je me retrouve avec un système de règles quasiment habitable qu'il faut soit passer sa vie dedans, hein. C'est un jeu à campagne, hein, donc c'est un jeu dans lequel vous allez investir du temps, mais clairement c'est un jeu exigeant. Tellement exigeant que pour moi il en devient mauvais dans le sens où il faut vraiment y consacrer une partie de sa vie pour réussir à utiliser toutes les règles. Et même s'il y a des briques comme le combat marin, le combat sous-marin, qu'on vous dit, voilà, ça c'est le système. Mais en fait, il est quasiment inutilisable, il est quasiment imbitable, il est même imbitable en fait. Et quand tu me donnes quelque chose d'incompréhensible, pour moi, t'es un mauvais jeu. Même si quelqu'un pourrait me dire, oui, mais regarde, il suffit d'enlever ça, il suffit de changer telle affaire. Ouais, mais en fait, c'est pas ce que j'ai acheté. J'ai acheté un jeu, il y a jeu de rôle, ok, mais il y a un rôle, ça c'est nickel, ok, l'univers est top, il n'y a pas de problème, mais dedans, il y a jeu. Il faut que les règles soient compréhensibles. Si je dois les bidouiller, si je dois passer 1000 ans à essayer de comprendre comment faire un jet, si je dois expliquer pendant 10 heures à mes joueurs et qu'au bout de 2 ans, ils comprennent toujours pas le système de jeu, c'est que le jeu est mauvais. En tout cas, pour moi et ma table de jeu. Attention, si vous êtes fan de Polaris, ne me tombez pas dessus. Pour vous, c'est peut-être le meilleur jeu de la Terre. Mais voilà, pour moi, Polaris, c'est un mauvais jeu, mais c'est un super univers. Et c'est un univers que j'adore.
Mais voilà, c'est ce que je considère comme étant dans ma bibliothèque un mauvais jeu, puisque c'est un jeu dans lequel je ne jouerai pas avec le système de règles. Si j'ai besoin de changer le système, c'est que c'est un mauvais jeu. Évidemment, encore une fois, pour moi, dans mes appréciations. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille aujourd'hui d'acheter Polaris? Eh bien non. Je ne vous conseille pas d'investir dans Polaris et sa gamme, tout simplement parce qu'il va y avoir une nouvelle édition de Polaris qui devrait être bientôt en financement participatif. Je crois que c'est pour 2022, une Polaris V4, qui d'ailleurs va faire avancer le plot, hein, l'univers de Polaris va avancer un petit peu. Et donc, il va y avoir une nouvelle édition du jeu. Et dans cette nouvelle édition, il va très certainement y avoir un nouveau système. Et j'espère que ce nouveau système répondra à la problématique de système trop lourd. Et je vous déconseille d'acheter Polaris pour attendre la version 4. Par contre, si vous avez l'occasion d'acheter les romans, si vous avez l'occasion d'avoir le livre, même en PDF, au pire achetez-le en PDF, juste pour lire l'univers, c'est quelque chose qui vous intrigue, ça je vous conseille. Pour voir si vous avez le goût. Et ensuite, soit vous prenez un autre système et puis vous jouez dans l'univers de Polaris, c'est ce que je vais faire moi en fait, soit vous attendez la version 4 et puis on verra ce qui nous est proposé d'un point de vue système. Mais dans l'état actuel des choses, non, je ne vous conseille pas d'acheter Polaris. C'est vraiment crève-cœur de dire ça, c'est vraiment un de mes univers préférés. Donc voilà, pour la petite conclusion, elle est un peu moins réjouissante. Voilà, comme je vous ai dit, des fois, je vais pas forcément vous présenter que des jeux que j'aime, hein, je vais aussi présenter des jeux que j'aime pas, ou des jeux que je trouve plein de défauts. Et donc, voilà, Polaris, ça en fait partie. Mais je vais quand même me sacrifier et vous parler du système. Putain, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de vous parler du système la semaine prochaine. On va essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible. J'espère que cette vidéo vous a plu déjà. J'espère que ça a été compréhensible ce coup-ci, parce que c'est un univers qui est tellement gros, qui est tellement vaste et tout, qu'il a fallu que je sache quoi mettre de côté et comment essayer de rendre ça compréhensible. Donc j'espère que ça a été le cas. Et puis, en attendant de nous revoir la prochaine fois pour le système de jeu, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!